Oui, alors c'est l'avant-dernier atelier du buffet des idées, puisque le dernier atelier aura lieu la semaine prochaine avec le Créa Congrès. Et là, on est dans le dernier atelier qui s'appelle Autofocus, où on parle du rôle des centres sociaux. On est dans le cycle 4 de ce buffet. Pour mémoire, la thématique, c'est engagement, action collective et mouvements sociaux en démocratie. On est à la deuxième séquence de cet atelier autour de nos deux intervenants que je remercie chaleureusement d'être là ce soir et qui ont fait des pieds et des mains pour se libérer précisément aujourd'hui. Voilà. Je salue donc Catherine Neveu, tu es anthropologue, compagne de route du réseau des centres sociaux, administratrice de la Fédération Centre Val-de-Loire, encore, encore le Centre Val-de-Loire en force ce soir. Voilà, et puis tu as beaucoup travaillé avec le réseau des centres sociaux au niveau national et aussi localement. Et puis Olivier Noël, tu es sociologue, tu es professeur à Montpellier et tu as aussi beaucoup travaillé avec le réseau, peut-être plus spécifiquement sur la question des discriminations, de la lutte contre les discriminations. Et c'est d'ailleurs, il y a d'ailleurs un séminaire qui démarre demain sur le sujet. Donc merci à toi aussi, d'être là ce soir. Qui de vous 2 parle en premier? Alors la petite, commande qu'on fait à nos intervenants sur les autofocus, c'est toujours, de nous titiller, donc de se balader un peu dans nos notes là de groupe et puis de nous titiller, d'attirer notre attention sur, quelques points qui font débat ou qui peuvent nous faire progresser. Voilà, heu, des choses, comment dire? Un peu en mode, poil à gratter, on peut dire ça? Si ça vous va? Alors, qui démarre de vous 2? Et je vois pas Olivier dans Si toutes mes petites. Ah bah si, alors, je vois Olivier. chez moi, il est juste à côté de Est-ce que tu toi. as une préférence, Olivier? Oui, je veux bien que tu démarres en fait. Ah, d'accord, je sais pas pourquoi je le pressentais. On te laisse atterrir, Olivier. Euh, Parce que alors là encore, hein, c'est pas un exercice facile parce que j'ai pas été dans tel ou tel groupe. J'ai plutôt, comme Olivier, je pense, lu ce que vous mettiez dans le tableau au fur et à mesure. Donc c'est toujours plus compliqué parce qu'on n'a pas la chair de vos débats. C'est pas toujours évident de saisir de quoi ils retournent sur les résumés ou les manières plus courtes d'écrire dans les tableaux. Ceci dit, moi, une première chose qui m'a frappée, c'est les interprétations différentes de la question de l'action collective. Et ça, c'est pas étonnant parce que moi, enfin, on l'avait déjà remarqué dans pas mal d'autres situations, de savoir est-ce que ce qu'on appelle action collective, c'est simplement le fait de faire quelque chose à plusieurs, euh, ou est-ce que l'action collective, c'est quelque chose qui est par définition quelque chose de revendicatif, de plus public, de plus visible, basé sur des intérêts partagés ou des problèmes partagés par des habitants. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a ces différentes manières de définir ou de penser la question de l'action collective. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent, dans le projet de recherche qu'on avait fait avec des collègues dans le centre Val-de-Loire, là, c'est très souvent que l'action collective, c'est ben si, on a fait un truc ensemble, quoi. Il y avait un groupe de femmes ou un groupe de seniors et ils ont fait un truc ensemble, donc ça, c'est de l'action collective. Donc on voit bien qu'il y a des sensibilités différentes sur la définition même de ce qu'est l'action collective et que ça produit du coup des interrogations parfois un peu différentes. Euh, L'autre chose qui m'a frappée aussi, c'est le fait de faire état que c'est pas toujours évident, qu'il faut aller vers les habitants, les accompagner pour la formulation, faire ressortir les problèmes, les questions, donc tout un tas d'outils qui sont utilisés pour accompagner ou aider à l'émergence et à la formulation de problèmes ou de questions vécues par les habitants. Et du coup, quelquefois, peut-être un enfin, ça donne quelquefois le sentiment qu'il ne se passe jamais rien nulle part si on ne va pas chercher les gens, quoi. Ce qui est un peu surprenant parce que les Gilets jaunes nous ont quand même montré que les gens étaient capables de se fâcher, de se révolter, de se mobiliser, de s'organiser, de tenir longtemps. Voilà, donc quelquefois le sentiment aussi d'un petit décalage entre la perception des envies ou des capacités des habitants à se mobiliser, à s'engager dans des actions collectives, et puis
le fait que ça se fait, ça existe. Voilà, donc peut-être à s'interroger aussi d'où vient ce décalage éventuel, hein, ou cette perception des habitants comme étant voilà, il faut vraiment aller les chercher pour qu'ils fassent quelque chose. Et du coup, avec des formulations, mais là, je pense qu'ils renvoient à d'autres débats qu'on a vus au fil des différents cycles du buffet des idées, hein, sur, c'est pas facile de partir du quotidien des gens pour les amener, et je souligne le terme amener, pour les amener sur des thématiques comme la démocratie. Et là, il me semble que ça renvoie à des questionnements un peu structurels dans nombre de centres sociaux qui sont une difficulté à saisir comment les questions de démocratie ou de justice sociale sont très vives dans le quotidien des gens. Et qu'il n'y a pas d'un côté un quotidien et de l'autre des grandes questions philosophiques comme la démocratie ou la justice sociale, mais que c'est justement, et ça a été remarqué dans dans plusieurs groupes aussi, hein, que c'est précisément dans le quotidien des gens, et à partir du fait que les gens sont confrontés au quotidien à des situations d'injustice, à des situations d'inégalité, à des positions de domination, que de l'action collective peut émerger et se fabriquer. Donc là aussi, peut-être se réinterroger sur cette dichotomie qui est assez présente quand même dans l'histoire des centres sociaux et dans leurs pratiques, entre ce qui relèverait du quotidien, euh, et puis ce qui relèverait de grandes thématiques. Parce que ça, je pense que ça rend difficile la saisie des points d'appui possibles pour accompagner, soutenir, favoriser l'action collective qui, comme ça a été dit dans pas mal d'endroits du tableau, doit nécessairement s'appuyer, partir des intérêts, des motivations, des choses qui concernent les personnes. Le, Alors bien sûr, c'est pas étonnant, il y a un certain nombre d'interrogations ou de questions, de doutes ou d'expériences malheureuses, hein, selon lesquelles, quand un centre social, de manière un peu trop visible ou un peu trop militante ou un peu trop publique, est vu comme contestant une municipalité, par exemple, un certain nombre d'entre vous ont souligné que ça pouvait provoquer des problèmes, alors qu'ils peuvent aller de la municipalisation du centre social pour le faire rentrer dans le rang à des formes de répression plus discrètes ou des pressions. Et du coup, il y a eu tout un tas d'échanges sur comment on fait avec les partenaires et les financeurs. Est-ce que c'est possible de à la fois accompagner et soutenir de l'action collective qui peut être, qui souvent prend la forme de revendications adressées à des institutions qui sont par ailleurs des partenaires du centre social. Est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on doit, il y a eu des formulations, je ne les ai pas toutes notées, mais s'assurer du soutien, tâter le terrain auprès des partenaires pour pas que ça nous retombe dessus, etc. Et ça, je pense que c'est une vraie question et qui a été au travail aussi qui est complètement centrale, me semble-t-il, à cette visée démocratie et justice sociale. Et elle est centrale parce que, d'une certaine manière, certaines de ces... Parce qu'il peut se lire en creux parfois, c'est comme si les partenaires et les financeurs n'avaient pas de projet politique. Dire comme si eux étaient un peu dans une sorte de posture de neutralité et que les contestations que porteraient les habitants, ce serait une remise en cause de leur pouvoir. Alors ça peut être une remise en cause de leurs décisions ou de leur politique locale, mais en tout cas, même des financeurs comme la CAF, ils ne sont pas neutres. Dire personne n'est neutre dans cette affaire, ni les centres sociaux, ni les CAF, ni les municipalités. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui est important à réaliser. Qu'effectivement, se battre ou s'engager pour plus de démocratie et plus de justice sociale, oui, ça rentre en tension, ça rentre en conflit avec d'autres visions de la société, avec d'autres projets politiques, et que c'est peut-être ça aussi qui est important à assumer. Du coup, ça peut peut-être vouloir dire travailler plus avec les conseils d'administration quand il y en a, parce qu'il y a des centres sociaux municipaux, ce n'est pas forcément les mêmes profils, mais travailler plus avec les conseils d'administration, les membres des conseils d'administration, pour qu'ils se sentent légitimes
porter, à accompagner ce genre d'action collective, qu'ils soient, voilà, qu'ils soient suffisamment sûrs d'eux et de la, du fait que les centres sociaux ont cette visée vers de plus de démocratie et plus de justice sociale, les conforter pour qu'ils se sentent plus légitimes dans la discussion avec les partenaires et qu'ils se sentent plus légitimes, y compris sur cette dimension politique du projet social. Donc là, il y a certainement des pratiques à développer pour renforcer les conseils d'administration, pour qu'ils assument mieux, se sentent plus à l'aise et se sentent plus légitimes. Mais du coup, ce qui renvoie là encore à comment on construit les conseils d'administration, comment on arrive à les peupler, comment les gens y arrivent. Et c'est vrai que quelquefois, les modes de recrutement, entre guillemets, au conseil d'administration fabriquent pas forcément une très grande confiance en soi pour assumer la visée politique du projet social du centre. Et puis l'autre possibilité peut-être aussi pour limiter ces risques-là, qui sont réels, hein, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans un contexte où tout ce qui ressemble à un mouvement social ou à une contestation est plutôt réprimé que soutenu. Le contexte actuel n'est pas très favorable à l'expression du désaccord et à l'expression de voix dissonantes par rapport à un discours politique dominant. Mais du coup, ça doit sans doute aussi nous obliger à réfléchir ou à réinvestir ou à continuer à investir la question des modèles socio-économiques qui permettent, quand on les modifie ou qu'on les pense autrement, de relativement se libérer de cette capacité de pression que peuvent avoir sur les centres sociaux les partenaires. Dire, moins on est dépendant, moins on peut faire pression sur nous. Donc, je pense qu'il y a aussi là à réfléchir à des formes de modèles socio-économiques qui permettent de trouver des alliés, parce que quand on a une diversité de ressources, c'est peut-être plus facile de trouver des alliés parce que les institutions ne sont jamais d'accord entre elles, elles sont jamais unies. Donc, c'est peut-être plus facile quand on a plein de partenaires différents, plein d'alliés, et des alliés qui ne sont pas forcément des financeurs, mais aussi des alliés sur le quartier, d'autres groupes qui peuvent venir valider le fait que oui, là, il y a bien un problème pour les habitants, que c'est important de le prendre en compte, qu'il y a un vrai enjeu de justice, une vraie inégalité, etc. Donc là aussi, trouver des alliés qui nous rendent plus forts dans la discussion avec les partenaires institutionnels, on va dire, ça peut avoir toute son importance, et de ne pas penser le centre social comme seul acteur local capable de porter la parole des habitants, si tant est que ce soit son rôle de porter la parole des habitants, mais peut-être d'accompagner les habitants à porter leur propre parole, hein, serait plus juste. Parce que là, c'est aussi des choses qui ressortaient d'une part de certaines contributions dans le tableau, que le rôle du centre social serait d'une certaine manière de se substituer à la parole collective des habitants en centralisant les problématiques et en les portant lui-même dans la discussion. Et ça, on peut s'interroger pour savoir dans quelle mesure c'est vraiment une posture qui favorise le développement du pouvoir d'agir, si le centre social se vit lui-même comme l'espèce de filtre qui collecte des choses et se fait lui-même le porte-parole des habitants auprès des institutions qui sont censées prendre en charge la question qui est soulevée. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci Et Olivier, Catherine. J'en profite pour vous dire que vous pouvez poser des questions dans le chat pendant l'intervention d'Olivier là, et on aura le temps sans doute d'une ou deux questions juste après. Donc, c'est à moi? Oui. Alors, moi, je vais aussi repartir en fait de ce que vous avez dit pour essayer de voir quel fil on peut en tirer. Alors, à un moment donné, vous avez écrit en fait les demandes existent, mais ne sont pas formulées. Et effectivement, je pense que par rapport à la construction en fait, d'une action collective, en fait, elle va être construite autour d'un problème auquel sont confrontés directement les habitants, et se pose la question effectivement de comment on peut construire à un moment donné un espace
Et c'est vrai que vous avez fait une suggestion qui me paraît tout à fait opportune, hein. Dans le texte, en fait, certains d'entre vous, en fait, on parlait de la fabrication d'un four à pain. Donc, effectivement, ça peut être un prétexte, hein, le four à pain, autour duquel, en fait, puissent avoir lieu des discussions. Parce que ce qui me paraît déterminant, si vous voulez, c'est que assez souvent, les problèmes, en fait, sont prédéfinis, prédéterminés. La façon même dont les politiques publiques sont construites en France depuis de nombreuses années, finalement, assignent les personnes qui sont les personnes qui fréquentent les centres sociaux, en fait, à être elles-mêmes des problèmes. Et vous avez dit à un autre moment, effectivement, la question, c'est comment on retrouve de la confiance, c'est-à-dire comment les habitants peuvent nous faire confiance. Et je pense que ça, c'est vraiment une condition déterminante. Et dans les expériences que j'ai accompagnées dans la réseau des centres sociaux, notamment autour de la problématique des discriminations. C'est vrai que moi, ce que j'observais, c'est que c'est pas évident pour les, je pense notamment dans un travail que j'avais accompagné, qui était porté par un collectif de jeunes dans le département de la Gironde. En fait, les jeunes n'identifiaient pas au départ le centre social comme un lieu, finalement, un espace possible où ils puissent en fait évoquer les problèmes de discrimination auxquels ils étaient confrontés. Et en fait, il a fallu finalement un temps, c'était un dispositif, alors c'est pas un four à pain, mais c'était un dispositif classique de discussion, d'échange qui est un blabladège. Et c'est vrai qu'à partir de là, dès lors qu'en fait l'espace d'énoncé du problème auquel était confronté a été rendu possible par le centre social, et bien à partir de là, en fait, on a pu voir émerger en fait la possibilité d'un projet. Alors, sachant qu'effectivement, les termes, en fait, problème et projet sont des synonymes, hein, c'est-à-dire que finalement, si je prends l'exemple des discriminations, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de problème de discrimination, il n'y a pas de possible projet d'égalité. Et à partir de là, si vous voulez, ce qui m'a apparu vraiment dans le travail d'accompagnement qu'a fait le centre social, dans un premier temps, ça a été effectivement de rendre possible la formulation du problème auquel les jeunes étaient confrontés. Et après, ça a été effectivement la question de la confiance. Et sur la question de la confiance, en fait, je voudrais prendre quelques exemples, hein, qui, en fait m'ont beaucoup marqué en fait dans ce travail-là. Je prends l'exemple où l'idée du groupe, c'était finalement de construire un grand forum d'interpellation des institutions. Donc avec l'idée finalement que les institutions étaient pas suffisamment mobilisées autour des problèmes de discrimination, qu'il n'y avait pas d'action assez conséquente, hein, qu'il y avait beaucoup de déni aussi par rapport à ce problème. Et donc l'idée, c'était finalement de construire un grand forum et pour attirer du monde, donc faire en sorte que ce forum mobilise des institutions, mais aussi des habitants, des jeunes de la ville dans laquelle se déroulait cette action. Le collectif des jeunes qui étaient mobilisés a dit en fait il faudrait qu'on arrive en fait à faire en sorte que la presse du coup relaie en fait notre événement, et ce serait aussi l'occasion que la presse parle un peu différemment de nous, parce que finalement notamment la presse quotidienne régionale, chaque fois qu'elle parle de nous, donc des jeunes des quartiers populaires, en fait c'est que de façon négative. Et donc là-dessus, donc je prends l'exemple, l'animateur donc jeunesse du centre social dit au groupe de jeunes, eh bien moi je connais le correspondant local de la presse quotidienne régionale, et donc si vous voulez, je vous mets, je l'appelle, et donc pour en fait qu'il puisse relier l'événement. Et là-dessus, en fait, le groupe de jeunes a dit, en fait, nous on préfère le rencontrer nous-mêmes. Et en fait, j'ai perçu pas mal d'hésitation en fait, au départ de l'animateur, y compris de l'équipe de direction du centre social, en disant finalement, ben, est-ce qu'ils en sont capables finalement de discuter, de présenter le projet. Et puis, bon, particulièrement, on était effectivement sur cette idée ben, qu'il fallait favoriser le pouvoir d'agir, qu'il lui-même pouvait favoriser l'action collective. Eh bien, le pari a été pris de dire, OK, ben, on te donne le numéro du correspondant local du journal. Et puis, en fait, ben, vous le rencontrez, et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis, en fait, on se voyait tous les week-ends. En fait, chaque semaine, on se revoyait le week-end. Et donc, le week-end suivant, ils reviennent. Et donc, en disant, ben, ça y est, en fait, on a rencontré le quotidien régional. Et on a une bonne nouvelle, parce qu'en fait, ils nous ont proposé, durant 10 jours, en fait, ils nous ont donné carte blanche pour écrire dans le quotidien régional, c'est-à-dire une page pendant 10 jours précédant l'événement qu'ils étaient en train d'organiser. Et donc là-dessus, on était un peu tous stupéfaits, les adultes qui accompagnant la démarche. Et on leur a dit, nous avons rencontré le correspondant local. Ils nous ont dit, non, en fait, on a rencontré un monsieur qui, en l'occurrence, était le rédacteur en chef du journal.
Et donc, effectivement, ils étaient passés largement au-dessus du correspondant local, qui leur avait octroyé 10 pages en fait, pour du coup, faire référence à l'événement, et donc y compris être en position de reporter, dire la façon dont tout de même voyait le problème. Et donc, nous, on a dit, mais c'est génial, en fait, c'est extraordinaire en fait, d'avoir réussi à obtenir ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est leur réaction. En fait, ils ont dit, c'est normal. En fait, ils ont dit c'est normal parce que finalement, avec toute l'énergie qu'on mobilise sur ce projet-là, tout le temps qu'on consacre à ce projet-là, eh c'est bien normal qu'en fait une institution, une presse quotidienne régionale, finalement, nous octroie tout ce temps parce que c'est à peu près l'équivalent de tout le temps que nous-mêmes on a pu passer sur ce projet. Et si vous voulez, pour moi, ça a été vraiment un enseignement fort, si vous voulez, sur aussi comment le centre social est à la fois effectivement du coup, comme le disait très bien Catherine tout à l'heure, à la fois, effectivement, il peut être l'espace où finalement on va se formuler le problème, mais pas forcément l'intermédiaire, c'est-à-dire finalement où il se substituerait à un moment donné au collectif. Et là, pour le coup, le collectif, en fait, est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce que le centre social, en fait, aurait fait si bon, les professionnels du centre social avaient agi en ce sens-là. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est-à-dire comment, à un moment donné, il y a aussi un enjeu par rapport en fait, à la question de l'action collective. Comment le centre social peut être à la fois finalement l'espace qui va favoriser l'action collective, mais aussi ça pose aussi la question de l'effacement. Et je pense que lorsqu'on parle de développement du pouvoir d'agir, finalement assez souvent en tant que professionnel, eh bien, on a aussi parfois un peu la certitude de savoir des choses. Bien entendu, on en sait chacun à notre place, mais dans cette expérience-là, moi, ce qui m'a marqué à plusieurs reprises, donc je n'ai que cet exemple-là, c'est que les jeunes nous amenaient toujours plus loin que là, en fait, on pensait pouvoir aller. Et donc, le forum, au final, il a réuni 300 personnes. Par exemple, une des questions très sensibles qui a été posée, c'était la question, par exemple, des contrôles en fait, de police au faciès. Et donc, tout de suite, le centre social a dit non, mais ça, c'est casse-gueule. En fait, si on commence à aborder ça, voilà, c'est un nid d'ennui, etc., vis-à-vis des institutions. Et puis, en fait, ils ont dit non, non, mais c'est tellement important. C'est vraiment des vraies questions auxquelles on est vraiment confrontés quotidiennement. Et puis au final, du fait de la médiatisation, du fait que les institutions, finalement, alors, vous avez dit à un moment donné, les institutions ne veulent pas du pouvoir d'agir. Forcément, elles n'en veulent pas spontanément, mais finalement, dès lors qu'en fait le mouvement est engagé, de façon surprenante, en tout cas sur ce projet-là, on a vu tour à tour le conseil départemental, la région, l'État, de dire finalement, oui, on trouve ce projet tout à fait intéressant, parce qu'effectivement, le mouvement est engagé d'une telle façon. Et puis, sur la question du contrôle de police au faciès, finalement, le commissaire de la ville principale à côté est venu, la commandante de police de la petite ville dans laquelle ça se passait était présente aussi. Et du coup, le dialogue a eu lieu. Et c'est vrai que malgré la dimension qui était effectivement au départ une dimension conflictuelle, et que le centre social finalement ne pouvait pas, me semble-t-il, assumer en tant que tel. En fait, ce n'est pas sa vocation voilà, que d'entrer en conflit ni avec la police, ni avec la préfecture, etc. Du fait même de sa position. En fait, par contre, le fait qu'il ait pu rendre possible en fait, cette expression, en tout cas, me paraît une dimension importante qui, effectivement, a pu rendre possible en fait l'action collective. Et c'est vrai que dans le processus, en tout cas moi que j'identifiais dans mon travail, c'est que au-delà en fait du problème, en fait assez souvent, lorsque vous dites que les demandes existent mais ne sont pas formulées, en fait c'est que souvent les situations auxquelles sont confrontées les personnes en fait sont vécues comme des conditions. C'est-à-dire des conditions au sens de situations qui leur paraissent finalement insurmontables, inéluctables. Or, c'est vrai que dès lors qu'on s'inscrit dans cette logique de développement du pouvoir d'agir, on est bien entendu dans l'idée de la transformation sociale, du changement social. Et donc, si vous voulez, et vraiment, ça m'a paru vraiment important, c'est-à-dire passer de la condition au problème. Et dès lors, en fait, dès lors que le problème a été posé dans l'espace public, en fait, du coup, le projet en fait, a été rendu possible. En fait, on a pu envisager à ce moment-là en fait, un projet. Et depuis, en tout cas, une action l'action dont je parle est relativement ancienne, puisqu'elle date maintenant du moment où le Forum LE, c'était 10 ans. Mais 10 ans plus tard, en fait, beaucoup de ces jeunes sont encore mobilisés. En fait, ils ont réalisé des films qui continuent à diffuser. D'ailleurs, dans le séminaire en fait, qui est organisé là, sur l'action de discrimination, donc c'est 7 ans en arrière, mais en fait, ils vont voilà, témoigner 7 ans après où ils en sont, comment cette expérience en fait, a pu leur permettre en tout cas de cheminer en fait, dans leur vie de citoyen. Et donc aujourd'hui, ils disent, mais cette expérience-là, qu'a rendu possible le centre social, elle a été déterminante dans notre parcours de vie. Et donc, effectivement, elle les a construits comme voilà, des citoyennes voilà, qui aujourd'hui voilà, sont mobilisées, participent à d'autres actions, etc. Donc, je voulais donner ce témoignage, en tout cas en illustration et en écho, en tout cas, à ce que j'ai pu lire dans vos contributions.
Juste pour rebondir et souligner, parmi les choses qu'a dites Olivier, je pense qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose sur quoi travailler de manière un peu centrale, qui est le fait que souvent les centres sociaux ne sont pas identifiés comme des espaces possibles où ces problèmes, ces conditions puissent être évoqués et à partir desquelles puissent être construites des mobilisations ou des actions collectives. Et ça, je pense que ça nous interroge vraiment sur l'image qu'on donne d'un centre social et dans tout ce travail qui a été entamé depuis un certain temps sur le pouvoir d'agir, mais aussi sur démocratie et justice sociale. Comment faire en sorte que le centre social soit identifié comme un espace possible où on puisse venir partager ces questions et ces problèmes et s'organiser ensemble pour les prendre en charge, me semble être un enjeu extrêmement important et nous oblige à travailler sur l'image qu'on donne. Et l'image qu'on donne, ben, elle dépend très largement de l'image qu'on a nous-mêmes de ce qu'est un centre social. Mmh. Merci à vous deux. Il nous reste quelques minutes. Alors, vous n'avez pas particulièrement, je crois pas, imposé de questions dans le chat. Delphine, c'est toi qui étais en veille sur le chat. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de questions? Sinon, moi, j'en ai une. Je ne sais pas si tu en as une, Delphine, aussi. Ouais, Est-ce qu'il y a une j'en ai question? une On a également. encore 2-3 minutes pour chacun de nos intervenants pour y répondre. Du coup, si personne n'a de questions, moi, ça m'interroge aussi sur la question du travail associé au regard des propos que vous avez tenus, Catherine et Olivier, sur notre place légitime de centre social et d'action. Et développer le pouvoir d'agir des habitants, mais quel rôle on peut avoir pour associer à la fois les salariés qui montent en compétences, mais aussi les bénévoles et les membres du conseil d'administration. Et en fait, du coup, comment on arrive à bien associer les deux et comment on combine ça? Et peut-être une petite question pour Olivier. Est-ce que c'est un problème? Enfin, comment fait un centre social quand il y a des mobilisations qui émergent sur des sujets qui divisent la population? Est-ce que c'est un problème ou pas? Et comment, dans les expériences que tu as évoquées, j'imagine que ça s'est posé. Est-ce qu'on a dans le groupe encore une question express de ce genre pour aller vers la conclusion? Non? Pas de question express. Alors, on y va en 2 minutes chacun, si c'est possible? Ouais, je sais pas, je vais. Pour la question de Delphine, alors je pense qu'il y a effectivement des enjeux de transformation des postures, mais ça, c'est pas nouveau, c'est un questionnement constant de transformer les postures, notamment des salariés. Parce que tout à l'heure, Olivier disait que souvent dans les politiques publiques, les demandes étaient prédéfinies. Et je pense que c'est aussi le propre de beaucoup de salariés qui, de par leur formation, c'est de définir les problèmes. Et du coup, ça demande un, un décalage quelquefois assez important par rapport à sa formation professionnelle, de se dire que ben non, on n'a pas. La formulation des problèmes, elle doit être le fait des habitants et des habitantes, et qu'il y a cette tendance quand même aussi souvent parmi les salariés, parce qu'ils ont des formations à penser que c'est eux qui doivent définir les problèmes. Donc je pense qu'il y a ça à réfléchir de manière importante. Et il me semble qu'après, alors, on pourrait avoir toute une discussion, mais je ne vais pas vous l'imposer aujourd'hui, c'est mon dada personnel sur le. Est-ce que la catégorie de bénévoles nous aide dans cette réflexion? Je n'en suis pas sûre. Par contre, sur les conseils d'administration ou les personnes engagées dans le centre social, bénévoles, appelons-les bénévoles parce que je peux comprendre aussi qu'on soit attaché à ce terme, il me semble qu'il y a toute une sphère de possibilités pour travailler ensemble la problématisation des enjeux. Parce qu'on voit bien souvent quand on demande aux gens, alors c'est quoi les problèmes que vous rencontrez ou
voilà, on peut faire une liste. Bah, il y a des problèmes de fracture numérique, il y a des problèmes d'isolement, il y a des problèmes de ceci. On peut faire toute une liste de problèmes. Et peut-être que ce qui peut aider à fabriquer à la fois une culture commune et une capacité à écouter ce que les gens vivent, c'est de travailler ensemble à la problématisation. Dire, OK, il y a un problème d'isolement, mais comment est-ce qu'on peut le lire, l'analyser, le comprendre au regard des questions qui nous paraissent urgentes, en quoi c'est des problèmes d'injustice, en quoi c'est des problèmes d'inégalité et de quel ordre. Et donc tout ce travail de problématisation pour rendre des questions plus politiques, pour les rendre plus publiques, pour ne pas leur proposer un traitement purement individuel, mais une prise en charge collective, il me semble que ça peut fabriquer vraiment de la culture commune, de, de s'atteler à cet exercice ensemble, de comment on arrive à problématiser les questions pour les rendre, pour les politiser, au sens en faire des enjeux de société et des enjeux de transformation de la situation concrète des gens. Merci Catherine. Olivier, sur les sujets qui divisent? C'est une question hyper compliquée en 2 minutes. Mais il me semble que ce qui est important, c'est même si c'est parfois des expressions qui sont des expressions minoritaires, il me semble important de pouvoir les recueillir, en tout cas les entendre, même si effectivement elles peuvent de prime abord faire l'objet de clivages. Parce que c'est vrai que dans l'idée dans le texte, vous parlez de commun, en fait, comment on fabrique du commun. Et c'est vrai, en fait, l'idée même de commun, en fait, c'est comment on fabrique de mon point de vue, de façon démocratique, en fait, de l'universel. Et c'est vrai qu'en fait, ça implique l'idée même de commun, en fait, d'être attentif aux expressions minoritaires, effectivement, qui sont pas spontanément, relèvent pas de l'intérêt de tout le monde spontanément. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et après, du coup, je serais tenté de répondre aussi alors c'est pas une question, mais à la petite phrase de Benjamin sur action collective sans se prendre un rapport. Effectivement, ça, je pense que c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire dans le lien avec les institutions, parce qu'effectivement, on voit bien que le fait de porter des questions qui sont potentiellement conflictuelles peut amener en fait les institutions à avoir des approches répressives. Et moi, de ce point de vue-là, je pense que tout à l'heure, lorsqu'on parlait d'alliance, je pense qu'il y a une alliance aussi importante avec le champ qu'on représente avec Catherine, c'est-à-dire le champ de la recherche en sciences sociales, parce que, j'ai envie de dire, malheureusement, d'une certaine façon, la question des injustices, des inégalités, des discriminations, c'est vrai qu'on préférait penser qu'il n'y en a pas dans la société, mais malheureusement, elles sont quand même assez criantes. Et du coup, les travaux qu'on peut conduire, en fait, ne font que les attester de jour en jour. Et c'est vrai que je pense que sur une expérience telle que celle que le réseau a pu vivre, je pense que la question, effectivement, il y a une forme d'expertise dont l'État est porteuse, mais je pense qu'une contre-expertise, en fait, portée aussi par des représentants du monde académique, en fait, aurait été intéressante aussi pour montrer, en fait, du coup, voilà, ça veut dire que tout ce qui a pu être fait était parfait, mais en même temps, montrer aussi tout le potentiel que ça représentait, voilà, en termes de démocratie, toutes les réflexions sur la laïcité, etc. Parce qu'on voit bien que tout à l'heure, Catherine disait, oui, il n'y a pas de neutralité, bien entendu, du côté des institutions, et du coup, il n'y en a pas non plus du côté des centres sociaux, mais je pense que c'est important, en tout cas, de pouvoir affirmer aussi qu'est-ce qui se joue dans les controverses qu'on a autour de tel et tel terme, etc. Et je pense que c'est important, dans l'action collective aussi, d'être toujours attentif à ce que les cadres dans lesquels on travaille sont des cadres émancipateurs. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui, dans la période qu'on connaît, qui est une période qui connaît quand même une vague réactionnaire assez forte, en fait, il y a une disqualification assez importante en fait, de tous les cadres qui sont des cadres émancipateurs, compris dans les notions qui peuvent être élaborées dans le champ des sciences sociales. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire, en tout cas. Et là, en termes d'alliance, je pense qu'il y a aussi une alliance importante à consolider. Merci Olivier. J'ai mis dans le chat, mais Oui. insister sur le fait que ces clivages qui traversent la société et des groupes qui sont peut-être quelquefois même pas minoritaires, mais minorisés, c'est-à-dire mis en minorité ou considérés comme mineurs, c'est pas juste des clivages qui sont extérieurs aux centres sociaux, ils traversent de part en part les centres sociaux. Et il faut aussi que les centres sociaux s'en saisissent dans leur fonctionnement interne. Parce que ils existent aussi et on ne peut pas se voiler la face. Et c'est un enjeu démocratique extrêmement fort de se confronter aussi au fait que les centres sociaux sont des reflets de la société et des clivages qui la traversent et des inégalités qui la structurent. Et que c'est important aussi de travailler sur comment rendre cet espace-là plus émancipateur, plus égalitaire,
pour qu'on vive l'égalité déjà dans les centres sociaux. C'est un enjeu extrêmement important, me semble-t-il. Merci Catherine, merci Olivier. C'est vrai qu'on en avait déjà un petit peu parlé au cycle 2 de l'égalité dans les centres sociaux. Merci à vous toutes et tous pour cet atelier. C'est passionnant. On voit bien comment cette démarche congrès et les thématiques qu'on travaille là, ça permet d'aller plus loin, d'approfondir et de continuer le travail sur le pouvoir d'agir et peut-être dans un contexte aussi plus large. Donc voilà, merci à toutes et tous.